Une cause et une conséquence sont la même chose, ce sont des événements. Une cause est une cause parce qu'elle a une conséquence, et vice-versa. Les deux peuvent appartenir à un processus plus large, dans lequel ils ne seraient peut-être même pas liés, sans compter qu'une cause peut avoir plusieurs conséquences, et réciproquement, ou même une cause peut avoir des conséquences sur plusieurs nœuds de la chaîne qui en découlent. Mais surtout, une chaîne causale est un lien. Un lien est une chose irrationnelle, qui n'appartient pas au monde physique, et donc qui bénéficie de sa propre ontologie. De plus, une simple conséquence d'une simple cause peut avoir des effets imprévisibles. Si par exemple ça fait plusieurs fois qu'on essaye et que tout d'un coup on réussit, on est très content. Ainsi, décrire la réalité par des chaînes de conséquences est extrêmement réducteur. Il faut penser en termes de système, de but, de conscience. L'exemple d'un écosystème est très probant à cet égard, puisque là où tout sert à tout, on a vite fait de se dire que ça relève d'une intelligence. Et c'est là qu'on en arrive au terme de la noosphère que nous devons à Teilhard de Chardin et qui a été entrevu par bien d'autres philosophes et même des psychanalystes. À la lithosphère se superpose une biosphère sur laquelle se superpose une sociosphère. Et ainsi on peut encore extrapoler ça à la noosphère. Pour nous c'est plus simple. L'univers physique se superpose à un univers hypothétique auquel se superpose un univers informatique. Et oui, c'est de l'information. Et cette information, il faut la gérer. Donc il faut de l'intelligence. C'est elle qu'on appellera la noosphère. Par exemple, quand l'univers sera fini, la comptabilité sera positive parce que l'information aura été augmentée. Il y aura un enseignement. Mais surtout de façon plus prosaïque et même prouvable par la science. Comment se décide l'évolution génétique si tant est que les mutations choisies sont systématiquement les meilleures possibles sur des milliards et des milliards d'autres qui ne marchent pas ou qui sont régressives. Et aussi on se demande où se trouve la mémoire, d'où viennent les idées, si tant est qu'elles ne sont pas dans le cerveau. Le cerveau ne serait qu'un moyen de se connecter à cette noosphère, la Pachamama, Gaïa, la Terre-Mère, le grand esprit, comme on a pu la nommer dans l'histoire. Un philosophe du nom de Raymond Ruyet a introduit un concept qui est probant pour nous de chaîne sans contact. Une chaîne avec contact est une chaîne causale telle que la science étriquée la conçoit, c'est-à-dire chaque chose en entraîne une autre et ça suffit pour expliquer le monde. Mais pour nous, ça ne suffit pas. Et surtout, il faut bien savoir que le cerveau a pour principale fonction de catégoriser la réalité pour la rendre compréhensible. Tant qu'on est plongé dans le temps, on est obligé de traiter les événements un à un. Et tant qu'on est plongé dans l'espace, on est obligé de traiter les événements localement. De la même manière, le cerveau crée des catégories pour simplifier sa perception de la réalité. Rien que le temps, c'est intéressant de voir comment il fonctionne. Si on jette un caillou dans l'eau, tout ce qui se passe ensuite est immédiatement décidé et créé dans l'instant. Et nous, bêtement, on découvre ces événements un à un, pas à pas, au fur et à mesure que le temps s'écoule. Mais ils ont déjà été décidés. Pour Raymond Ruyet, les chaînes sans contact correspondent à une sorte de morphogénèse où on crée l'idée, la structure hors du temps et de l'espace. Ensuite de quoi seulement les chaînes causales sont guidées tout au long de leur action où s'introduit sans cesse le hasard, c'est-à-dire des évolutions potentielles latentes qui échappent à notre contrôle. Pour comprendre cette idée, il réfute que la formation de l'oiseau dans un œuf ne soit que le fruit de simples protéines et de lipides qui s'assemblent naturellement de sorte à former une structure et puis un animal qui soit viable et vivant. L'exemple de l'architecte est encore plus probant. On ne commence pas pour construire une maison par une porte, ensuite de quoi on place l'escalier, les fenêtres, un peu comme on veut. Pour ça, il faut avoir un plan, une vision globale du résultat fini. C'est ensuite seulement qu'on essaye de faire coller la pratique à l'idée. Et c'est là que viennent les défis techniques. L'action par chaîne de conséquences est guidée tout au long de son progrès par la forme idéale qui a été préméditée. Le fait de faire devenir réalité l'idée qu'on a eue est confronté aux contraintes techniques qui peuvent ordonner des positions, des distances plus précises et même millimétriques en tenant compte de la faisabilité. Les deux courants vont en sens opposé, de l'idée vers la matière et de la matière vers l'idée. Ils doivent se jouer simultanément et s'inspirer l'un l'autre. L'idée peut s'inspirer de ce qu'imposent les contraintes, et dans l'autre sens, les solutions techniques peuvent être rendues novatrices pour correspondre à l'idée, qui elle-même ne s'attendait peut-être pas à devoir engendrer un tel travail. Mais c'est comme ça qu'on progresse. Ces deux courants sont présents partout, en définitive. Lorsque l'un d'eux prédomine sur l'autre, il en résulte inéluctablement des aberrations. On comprend que le mouvement de la matière vers l'idée est nihiliste, autoritaire, sans imagination, déterministe, sans vision globale. Et que le mouvement de l'idée vers la matière est lui idéaliste, il ne présume d'aucune temporalité, d'aucune technicité.
Il est très vulnérable aux erreurs et à la critique. Il n'y a pas de réalisation sans une compénétration de l'idée et de la matière.